Cette semaine, nous avons Frédéric Patras de l'Université de Côte d'Azur et du CNRS qui va nous parler de la phénoménologie et la philosophie de la pratique des mathématiques. Merci beaucoup d'être venu. Je tiens d'abord à remercier Timothy Gowers pour me donner l'occasion de parler ici, ce dont je suis très heureux. J'ai voulu saisir l'occasion de ce séminaire qui a priori s'adresse à la fois à des mathématiciens et des philosophes, le tout dans un lieu qui est chargé de toute l'histoire des mathématiques et de la philosophie en France au XXe siècle, pour aborder un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps, le rôle de la phénoménologie dans la philosophie des mathématiques, pour la philosophie des mathématiques et pour les mathématiques elles-mêmes. Trois sujets qui sont complémentaires mais un peu différents. Une des raisons qui m'ont guidé dans ce choix, le choix de ce thème-là, est que je suis profondément convaincu que l'intérêt authentique de la phénoménologie pour les mathématiques et leur philosophie est très lié à ce qui fait le sujet du séminaire, donc à la pratique mathématique, mais la pratique mathématique effective, c'est-à-dire à la façon dont nous comprenons, pensons, essayons de résoudre des problèmes. J'essaierai de m'expliquer là-dessus durant l'exposé et de donner quelques exemples de ce que j'entends par là. La phénoménologie, pour situer le contexte général, en quelques mots, s'intéresse au rôle de la conscience dans la constitution du savoir. Une question qu'elle peut poser et qu'elle a posée, par exemple, et que pensons-nous, que visons-nous exactement quand nous parlons d'ensemble, quand nous parlons de nombres entiers, d'espaces, de groupes topologiques, etc. Que pensons-nous exactement, que visons-nous lorsque nous parlons d'objets mathématiques, de théorèmes, de résultats mathématiques? Elle s'intéresse typiquement à des actes de synthèse que Husserl décrit dans les méditations cartésiennes de la manière suivante. Des actes de synthèse qui sont des actes et des corrélats de la raison, où la raison n'est pas une faculté ayant le caractère d'un fait accidentel, mais, donc dans les termes mêmes de Husserl, mais est une forme de structure universelle et essentielle de la subjectivité transcendantale en général. Donc cette idée d'universalité et de rationalité sont très importantes dans la phénoménologie et sont une des raisons pour lesquelles son utilisation en mathématiques a du sens, une des nombreuses raisons. Pour dire les choses simplement, la nécessité que nous observons dans le comportement des objets mathématiques, l'existence de symétrie, par exemple, dans le comportement des racines d'une équation polynomiale en théorie de Galois, cette nécessité que nous observons dans le comportement des objets se reflète dans des règles, des nécessités qui se manifestent dans notre appréhension des objets mathématiques. Donc, dans l'exemple que j'ai donné, les polynômes et leurs racines. En particulier, de ce point de vue, la phénoménologie n'est pas une psychologie, ni quelque chose qu'on puisse naturaliser, puisque ce qui l'intéresse, ce sont plutôt les règles, les modes de constitution, dans ce qu'ils ont de structuré. Ou encore, ce qui l'intéresse, ce sont les structures de la conscience dans son rapport aux objets. Et pour la même raison, et c'est un point important qu'on doit souligner, la phénoménologie donc, n'est pas une psychologie, mais elle n'est pas non plus une forme de pragmatisme ou d'empirisme, dans la mesure où il y a structurellement cette idée d'une certaine nécessité des choses, en particulier une certaine nécessité lorsqu'on pense aux mathématiques. Je vais prendre un exemple à la fois simple et qui peut être assez compliqué dans son détail si on va vraiment loin, l'idée de point. Si je pense en mathématicien à ce qu'est un point, ma pensée va mélanger, conjuguer, juxtaposer des idées et des intuitions très diverses. Je peux penser à un point comme élément d'un espace géométrique ou topologique, donc dans une perspective ensembliste, où je vois l'espace comme un ensemble de points, qui soit géométrique ou topologique, donc c'est une première approche. Je peux penser à ce qu'est un point à partir d'un système d'axiomes non interprétés pour telle ou telle géométrie. Donc ça serait l'approche hilbertienne des fondements de la géométrie, ou un des systèmes d'axiomes qu'on peut choisir d'interpréter dans des modèles ou pas. Mais je peux très bien penser à un point simplement comme un objet d'un système formel.
Et il y a la fameuse boutade hilbertienne, comme quoi on pourrait remplacer, si on voulait, les mots point, droite et plan par des mots arbitraires comme chaise, table et verre de bière. Donc c'est une deuxième approche assez radicalement différente à l'idée de point. Je peux le penser simplement dans une perspective euclidienne comme intersection de deux droites. Si je me place en géométrie projective, je vais avoir à considérer la notion de point à l'infini. Si je me place en géométrie algébrique, un point, ça va être quelque chose d'assez différent. Ça va être a priori un morphisme d'algèbre, d'une algèbre commutative vers son corps de base. Et on pourrait multiplier les exemples. Donc on voit que sur cet exemple, qui est a priori un des exemples les plus élémentaires qu'on puisse imaginer, sur cet exemple des points, donc, on voit qu'une notion mathématique a en général des horizons théoriques, axiomatiques, sémantiques, multiples, et le mathématicien est capable spontanément de s'orienter dans cette multiplicité, de se déplacer d'un point de vue à l'autre. Alors on peut penser qu'il y a là quelque chose d'un peu magique, l'exercice d'une faculté mystérieuse qui nous permettrait d'opérer de cette façon-là, mais on peut aussi penser qu'il y a quelque chose à comprendre derrière ces phénomènes qui se manifestent dans l'activité mathématique. Il y a quelque chose à comprendre qui excède les contenus mathématiques proprement dits, voire dans une certaine mesure rend possible leur appréhension. Et je pense qu'il y a un problème de micro, puisqu'il y a un effet... Donc, comme je disais, on peut penser que dans ces facultés, disons, cet exercice des mathématiques où on est capable de s'orienter d'un objet à l'autre, d'une idée à l'autre, on peut penser qu'il y a là quelque chose d'un peu magique, ou penser au contraire qu'il y a quelque chose à comprendre qui excède les mathématiques proprement dites, et qui même, dans une certaine mesure, rend possible leur appréhension. C'est cette deuxième approche, cette deuxième possibilité de compréhension du fonctionnement de la pensée qui est au cœur du pari, mais c'est un pari qui est risqué et pose différents problèmes. Donc c'est ce pari qui est au cœur de l'idée de la phénoménologie lorsqu'on cherche à l'appliquer aux mathématiques. Pour le légitimer, donc pour légitimer cette approche, la phénoménologie a développé ou approfondi tout un ensemble de notions et de techniques pour parler du rapport de la pensée à ses contenus, avec tout un ensemble de termes qu'on retrouve dans la littérature dès qu'on s'intéresse à la question. Un terme comme celui d'horizon. Alors, horizon, c'est typiquement un de ces mots phénoménologiques qui se disent en des sens multiples. Donc il y a une vraie richesse sémantique et conceptuelle de l'idée d'horizon. Mais disons, pour donner un exemple d'utilisation, on peut dire par exemple que la possibilité d'utiliser le principe de récurrence est quelque chose qui est à l'horizon de notre usage et de notre pratique des nombres entiers. De la même façon que pour un mathématicien qui a suivi quelques cours de théorie des nombres, les corps de nombres algébriques sont par exemple à l'horizon de la notion de polynôme, etc. Donc lorsque nous pratiquons les mathématiques, les objets ne viennent pas isolés, ils viennent accompagnés d'un horizon qui est un horizon théorique, un horizon sémantique, un horizon d'expérience et de pratique. Donc c'est un des termes phénoménologiques qui sont importants et facilement mobilisables lorsqu'on parle de mathématiques. Il y a d'autres termes, comme celui de variation eidétique. Je ne vais pas en parler pour l'instant parce que j'y reviendrai. Une autre notion très utile, c'est celle de dualité noético-noématique, qui en gros décrit la dualité entre la conscience et les contenus de conscience, donc le rapport entre les deux, qu'on peut penser, pour une multiplicité de raisons, comme un rapport de dualité. Et tout cela derrière une idée générale qui est de mettre l'accent sur l'idée d'intentionnalité, idée sur laquelle je reviendrai également plus tard. Donc il y a tout un appareil terminologique et conceptuel qui est mobilisable si on cherche à penser les mathématiques dans une approche phénoménologique. Ce que je voudrais expliquer dans la suite de l'exposé, c'est que s'il y a de très bonnes raisons pour ne pas adhérer au projet de la phénoménologie dans son ensemble, il y a plusieurs composantes fondamentales du projet phénoménologique husserlien auquel je n'adhère moi-même pas du tout. Eh bien, s'il y a des raisons pour ne pas adhérer à l'ensemble de la phénoménologie, on peut et on doit peut-être tout de même l'utiliser comme une source très riche et très profonde de méthodes et d'outils pour parler de l'activité mathématique.
Donc ça sera un des fils conducteurs de l'exposé. Le deuxième est de nature plutôt historique, et il tient au rôle central qu'a joué la phénoménologie, et plus précisément donc, la phénoménologie de Husserl. Il y en a d'autres variantes, comme la phénoménologie heideggerienne en particulier. Le rôle qu'a joué la phénoménologie dans la tradition française en philosophie des mathématiques. Pour situer les choses, de mon point de vue, 3 facteurs expliquent en très grande partie le développement de la philosophie des mathématiques en France, en gros des années 1940 aux années 1980, une période qui correspond à peu près à la période d'activité éditoriale de Bourbaki. Et probablement, ce n'est pas complètement hasard, au sens où il y avait un esprit d'ensemble qui a animé cette époque-là. Esprit qui allait des sciences humaines jusqu'aux sciences les plus pures. Ces 3 facteurs donc, qui expliquent en grande partie, à mon avis, le développement de la philosophie des mathématiques en France à cette époque sont, d'une part, l'épistémologie historique dans la tradition de Gaston Bachelard, qui a un rôle très important donc sur toute la pensée française au XXe siècle, au-delà des mathématiques et de la philosophie des mathématiques. Le structuralisme en mathématiques et dans une moindre mesure en sciences humaines, qui a également été une des composantes importantes de la pensée en France, en tout cas dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et enfin, 3e facteur, donc la phénoménologie. C'est la conjonction de ces 3 facteurs qui, il me semble, explique tout un ensemble de contenus, tout un ensemble de développement. Alors l'épistémologie historique, donc d'abord, insiste en gros sur le devenir de la science, sur le devenir des concepts. Elle observe à partir de l'histoire leur devenir, leur transformation, la production de savoirs nouveaux, selon une dynamique où se conjuguent les nécessités internes aux concepts et aux problèmes scientifiques, et ce qu'a d'imprévisible le génie créatif des chercheurs. Le structuralisme, 2e composante, pense par contre la science et les mathématiques depuis un point de vue théorique. Les structures qui seraient immanentes aux objets ou aux théories se dévoilent et sont découvertes peu à peu, et elles ont vocation à organiser le corpus et le progrès de la connaissance. C'est le point de vue de Bourbaki sur les mathématiques, point de vue qui a joué un rôle vraiment central dans les mathématiques durant la seconde moitié du XXe siècle, et qui a impacté aussi évidemment la philosophie des mathématiques. Le tout au moins jusqu'aux années 1980. Ensuite, le rôle du structuralisme a perdu en influence et en impact, pour des raisons multiples. Et enfin, dernière composante, donc la phénoménologie qui ajoute à l'épistémologie historique et au structuralisme la question du rôle de la conscience et de la pensée, en particulier dans le travail et la création scientifique. Alors, il se trouve que faire la synthèse de ces 3 traditions et approches à la philosophie des mathématiques est une tâche qui peut sembler presque impossible. Et ça a donné naissance à des œuvres dont je vais parler, qui sont très profondes, très subtiles dans leurs détails, mais difficilement accessibles. Et c'est là, je crois, une des raisons pour lesquelles les philosophes français des mathématiques de cette période-là sont peu connus et ont été très peu étudiés au niveau international, ce qui est regrettable, mais c'est un fait. Quoique dans la pratique, et depuis quelques années, les choses sont en train d'évoluer, compte tenu de déplacements et de changements dans le panorama général de la philosophie des mathématiques, à la fois en France et au niveau mondial. Ceci dit, je voudrais être le plus concret possible durant cet exposé et vais donc aller au fait. Quels sont les grands auteurs devenus classiques en France depuis les années 1940 en philosophie des mathématiques? Cavaillès et Lottmann, donc dans les années 40, Vuillemin, De Santi, Granger ensuite, 2 d'entre eux ayant été professeurs au Collège de France, Vuillemin et Granger. Quelques œuvres se dégagent donc de cet ensemble de travaux et d'auteurs, assez peu en tout.
Je citerai pour commencer 3 des plus importantes. Sur la logique et la théorie de la science, qui est le testament épistémologique de Cavaillés, qu'il a écrit peu avant sa mort, donc avant d'être fusillé en tant que résistant, et qui a été édité à titre posthume. C'est un des plus beaux textes de philosophie des mathématiques du XXe siècle, mais un texte assez difficile. Et que disait Cavaillés au moment de sa rédaction? La chose suivante, c'est en fonction de Husserl, un peu contre lui, que j'essaie de me définir. Deuxième auteur et deuxième œuvre clé, Les idéalités mathématiques de De Santi, de 1968. De Santi, avant d'écrire Les idéalités mathématiques, avait travaillé sur Husserl et publié en particulier un commentaire des méditations cartésiennes, qui n'est pas orienté spécifiquement vers la philosophie des mathématiques ou des sciences, mais reprend le parcours des méditations cartésiennes, le texte de Husserl. Et donc, lorsqu'il écrit les idéalités mathématiques, De Santi s'explique ainsi, dans l'avant-propos, donc je le cite littéralement, « Il est permis de dire que les mathématiques contiennent une philosophie implicite. Elles appellent la connaissance de leur mode spécifique de production. C'est au commencement de ce parcours, au moment où il apprend à déchiffrer les signes enchaînés dans l'espace sous-jacent, que l'épistémologue parle le langage phénoménologique. » Troisième auteur et troisième œuvre clé, Villemin et sa philosophie de l'algèbre, publiée en 1962. Husserl est moins présent chez Villemin et moins central chez lui que chez Cavaillés et De Santi. Mais Villemin consacre tout de même à peu près la moitié de la conclusion de son ouvrage à s'expliquer avec Husserl, un peu comme si c'était un moment nécessaire et inévitable de toute édification d'une philosophie des mathématiques en France dans les années 1960. Ce qui est frappant par ailleurs, c'est que dans les 3 cas, et donc pas seulement dans le cas de Villemin, le rapport à Husserl dans leur œuvre est structurant, mais critique. De Santi affirme par exemple, dans le même passage que celui que j'ai cité, que pour l'épistémologue, pour peu qu'il persévère, le même mouvement qui porte à utiliser le langage phénoménologique en exige tout aussi nécessairement la destruction, des mots très forts donc. Je reviendrai plus tard sur les raisons de cette attitude critique qui a plusieurs origines et prend des formes diverses chez les 3 auteurs, ce qui correspond en fait à 3 projets assez différents chez eux. Cavaillés est plutôt intéressé par les questions de logique, de fondement et la théorie de la science. L'œuvre de Villemin est une espèce de dialogue entre les mathématiques et la philosophie. Sa philosophie de l'algèbre fait par exemple appel à des auteurs comme Fichte. Et De Santi, quant à lui, s'intéresse plutôt à la logique interne des concepts mathématiques. C'est probablement celui qui est le plus proche de la pratique mathématique et de l'usage des concepts mathématiques proprement dit. Ceci dit, leurs critiques donc sont multiples et partent de points de vue différents, mais sont fondées, mais elles n'atteignent qu'en partie l'usage de la phénoménologie dont je voudrais parler maintenant, en lien avec la pratique mathématique. Je reviendrai donc sur Cavaillés, De Santi et Villemin plus tard, au moment de conclure, lorsque j'essaierai de tenter de faire un bilan des atouts et des limites de la phénoménologie pour la philosophie de la pratique mathématique. De fait, il y a plusieurs façons de faire de la philosophie des mathématiques, et la phénoménologie n'est peut-être tout simplement pas adaptée à certaines d'entre elles. Je vais me concentrer donc sur un aspect de la philosophie des mathématiques, celle qui s'intéresse à l'activité mathématique, par opposition à celle qui s'intéresse à la logique, au fondement ou à l'ontologie. Et je préfère parler d'activité plutôt que de pratique mathématique, pour une raison qui est un peu technique, c'est que ce qu'on appelle la philosophie de la pratique a pris des sens relativement techniques récemment, et telle qu'elle est conçue dans la communauté philosophique, elle n'inclut pas forcément certaines des approches dont je veux parler. Mais bon, d'un point de vue global, c'est essentiellement la même idée générale. Qu'on parle d'activité ou de pratique, on s'intéresse vraiment directement au travail des concepts, au travail des idées, telles qu'ils se manifestent dans l'expérience mathématique concrète. Ceci dit, il y a donc plusieurs façons de parler de l'activité mathématique. Il y a d'abord celle externaliste du philosophe qui prend les mathématiques
et parfois les mathématiciens comme objet d'étude, en étudiant par exemple l'organisation des communautés, les normes de comportement et de travail, éventuellement avec des méthodes qui viennent d'autres disciplines comme la sociologie, les neurosciences, la linguistique ou l'histoire. Avec une deuxième possibilité d'approche externaliste qui renvoie aux approches qui cherchent à comprendre les mathématiques en référence à des critères de scientificité qui leur sont extérieurs. Et là, je pense à des approches comme le positivisme logique ou même à Wittgenstein, qui rentre pour moi dans cette catégorie très étendue donc, des approches externalistes, où on essaie d'approcher les mathématiques de l'extérieur avec des outils, des critères, une pensée qui les prend comme objet d'étude plutôt que de les aborder de l'intérieur même. Il y a par ailleurs une deuxième approche qui est celle des pratiques conceptuelles et des intérêts théoriques. Cette approche se penche sur les contenus scientifiques proprement dits, donc sur les concepts même, sans s'arrêter à un discours général et programmatique. Donc au lieu de penser typiquement l'ontologie des objets mathématiques de façon abstraite, elle va s'intéresser à ce qu'est un groupe comme objet, ce qu'est une fonction, etc. Donc elle va poser le problème de la nature, par exemple, de l'objectivité mathématique, mais dans un contexte scientifique où les objets prennent sens et sont utilisés, sont mobilisés dans des théorèmes, dans des preuves, dans des théories. Cette approche inclut l'histoire des concepts à la façon de l'épistémologie historique. Elle inclut le structuralisme à la façon de Bourbaki. Mais, pour ceux qui le connaissent, elle n'inclut pas, par exemple, le structuralisme à la manière de Benacerraf et toute l'approche ontologique liée au structuralisme qui a été développée dans cette veine-là. Et je pense qu'on peut lui rattacher toute une partie de la tradition française. Alors peut-être pas Cavaillès qui s'intéresse plutôt à des problèmes de fondement et des problèmes logiques, mais en tout cas une grande partie de la tradition qui commence avec Brunswick et se poursuit avec Lottmann, donc De Santi ou Villemin. C'est dans cette approche qu'on pourrait ranger aussi l'étude des évolutions contemporaines avec, par exemple, ce qui est en train de se produire actuellement, l'étude des aspects philosophiques des développements de logiciels d'assistance de preuve, de certification d'algorithmes, voire l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle comme un moyen d'aider typiquement la conception de logiciels d'assistance de preuve ou autres. Pourquoi ? Parce que ce sont des approches qui obligent à se pencher sur ce qui fait le cœur de la pensée mathématique, à savoir le travail des idées, des preuves et des concepts. Donc, toutes ces approches-là obligent à penser les mathématiques de l'intérieur depuis leur mode de production et leur logique interne. Et c'est dans cette catégorie que je rangerai aussi un des épistémologues français les plus séduisants, que j'ai mentionné mais dont je n'ai pas parlé, dont je ne parlerai pas en pratique, mais que j'aime beaucoup, qui est Gilles Gaston Granger, avec par exemple sa philosophie du style, en particulier du style mathématique, dont je crois que Paola Cantu a parlé lors de la première séance du séminaire de philosophie de la pratique mathématique cette année, ici. Donc c'est à la lumière de cette tradition, ce mode assez spécifique de penser la philosophie des mathématiques depuis les concepts de mathématiques même, de penser la philosophie des mathématiques comme étude de systèmes conceptuels et comme étude des évolutions de ces systèmes, mais études qui sont conduites en général a posteriori, c'est-à-dire une fois que les systèmes ont été formés, et qu'on cherche à les analyser depuis la structure qu'ils ont prise une fois qu'ils se sont cristallisés. C'est à la lumière de cette tradition qu'il faut essayer de comprendre, je pense, les oppositions dont j'ai parlé de l'épistémologie mathématique française à la phénoménologie. Parce que cette opposition s'est placée du point de vue de cette logique-là, qui était une logique d'étude des concepts, en questionnant l'aptitude de la phénoménologie à aborder ces problèmes-là avec la radicalité et la pertinence qu'il faudrait. Alors c'est d'une troisième approche possible que je voudrais parler en fait aujourd'hui,
et donc qui est un peu en décalage par rapport à cette tradition française, même si Husserl va y jouer aussi un rôle essentiel. Une approche qui se penche sur le travail mathématique proprement dit, c'est-à-dire sur ce qui se passe lorsque nous faisons des mathématiques au quotidien. C'est une question qu'on peut poser sur des modes multiples. On peut ranger par exemple ce qu'on appelle le pragmatisme dans cette catégorie. Alors, moi, il se trouve que je connais assez mal le pragmatisme, mais c'est clairement une façon possible d'envisager l'analyse philosophique du travail mathématique. On peut ranger aussi dans cette approche-là certains témoignages et certaines analyses que des mathématiciens ont effectuées lorsqu'ils auront rendu compte de la manière dont ils travaillaient. Bon, je reviendrai sur un ou deux exemples de témoignages de mathématiciens qu'on peut justement mobiliser, ou en tout cas qu'on peut prolonger dans cette perspective-là. Mais je parlerai plutôt d'une troisième façon d'aborder les choses, d'une façon un peu plus théorique, un peu plus systématique que celle qui a été utilisée par les mathématiciens lorsqu'ils ont essayé de parler de leur pratique, de leur travail au quotidien. Alors pour essayer de donner un contenu, de fixer un petit peu les problèmes, le type de problème que j'ai en tête, je vais donner un exemple concret. Alors évidemment, ça donnera simplement une vision très, très parcellaire, très limitée de l'ensemble des problèmes qui se posent. Mais ça permettra de fixer un tout petit peu les idées et de laisser comprendre le type de questionnement qu'on peut avoir lorsqu'on cherche à comprendre la façon dont on fait vraiment des mathématiques au quotidien. Et je vais prendre un exemple qui est très simple, mais que probablement la plupart d'entre vous ne connaît pas, et qui donc a le mérite d'être, dans sa nouveauté, d'être quelque chose qu'on peut rattacher peut-être un peu moins facilement à des choses déjà connues que d'autres exemples. C'est celui de ce qu'on appelle les partitions non croisées. Alors je le reprendrai de plusieurs manières au cours de l'exposé. Donc l'idée est très simple, vous allez voir, mais c'est une idée très riche. L'idée est la suivante. Si j'ai une partition d'un ensemble d'entiers, en général on prend un ensemble initial d'entiers, donc imaginons que je prenne 1, 3, 5, 2, 6, 4. Je peux représenter ça sous la forme de diagramme. Alors bon, c'est plus ou moins auto-explicatif. Je ne vous donne pas les règles d'écriture des diagrammes, mais vous les devinez. On appelle un diagramme de ce type-là, et donc la partition qui va avec, une partition croisée, simplement parce qu'on ne peut pas la représenter en évitant des croisements, des segments que je trace pour représenter le diagramme. Par contre, si j'ai une partition comme celle-là, eh bien, celle-là va être non croisée. Donc ce type d'exemple est très simple, mais il illustre beaucoup de phénomènes, et en particulier beaucoup de phénomènes qui se passent lorsqu'on fait des mathématiques. Lorsqu'on va faire des mathématiques, on va avoir automatiquement, à partir d'un exemple comme ça, des idées qui se mettent en place presque spontanément. Et il y a des processus qui vont se déployer à partir des intuitions qui se mettent en place, donc, et à partir des manipulations que je peux faire en essayant de comprendre exactement quelle flexibilité il y a en fait dans l'utilisation de ce type d'objet. Donc typiquement une question qui se pose dès qu'on fait un dessin comme ça ou dès qu'on introduit une notion comme ça, c'est un exemple de question parmi d'autres, mais comment est-ce qu'on axiomatise une notion comme ça? Si j'en ai l'idée, j'en ai l'intuition, mais je cherche à en donner une définition formelle, qu'est-ce que je fais exactement? Alors, il y a un choix de style, par exemple. Je peux imaginer plusieurs approches à l'axiomatisation, mais si je décide de le faire dans ce que je vais appeler un style ensembliste, disons dans le style de la théorie des ensembles,
Bien, si je réfléchis un petit peu, je vais aboutir à la définition, une des définitions standards, qui est qu'une partition est non croisée si et seulement si il n'existe pas deux blocs disjoints BI et BJ de la partition avec A plus petit que B, plus petit que C, plus petit que D, avec A et C dans BI et B et D dans BJ. Donc c'est une axiomatisation possible de la notion de partition non croisée. Et le type de question qu'on a envie de se poser, c'est, ça on le fait presque spontanément, mais qu'est-ce qui se passe exactement ? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Quelles sont les facultés cognitives que je mets en œuvre exactement lorsque je fais ça? Parce qu'évidemment, la définition n'est pas contenue dans les objets, elle n'est pas contenue dans les diagrammes. Donc il y a tout un ensemble de mécanismes cognitifs qui se mettent en place dans ces actes mathématiques très simples, mais qui sont quotidiens, qui sont permanents. Et c'est la logique, en fait, de ces constructions, la logique de ces actes qu'on aimerait comprendre. Donc c'est typiquement le genre de problème qu'on peut essayer de poser du point de vue de l'activité mathématique. Et si on les pose d'un point de vue phénoménologique, on va s'intéresser non pas à décrire ce qui se passe psychologiquement, mais plutôt à comprendre les règles, en fait, qui permettent à ces processus de découverte, d'axiomatisation, de se mettre en place. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement donc, dans une situation mathématique de ce type-là? Si je cherche à analyser, commencer à analyser ce qui se passe, il y a plusieurs moments d'analyse possibles. Le premier, c'est de remarquer que nous détectons d'abord dans les objets mathématiques des formes, des phénomènes typiques et des nécessités. Et ce qu'il faut bien comprendre, et c'est vraiment un point essentiel si on cherche à aborder l'activité mathématique du point de vue donc, que j'essaie de défendre, c'est que ces nécessités donc, qu'on détecte se manifestent à deux niveaux. Il y a des nécessités qui sont internes aux choses mêmes, et c'est d'une certaine manière ces nécessités qui vont structurer par exemple la forme finale du système d'axiomes que je vais construire. Mais également, il y a également, et d'une certaine manière, elles sont premières en termes temporels et en termes génétiques, il y a également des nécessités qui se mettent en place dans notre perception, dans notre intuition des choses mathématiques. Et en fait, c'est ces nécessités-là qui vont guider le processus d'axiomatisation, puisque c'est notre compréhension des choses qui va servir de guide et qui va permettre de cristalliser la compréhension des nécessités qui, elles, sont internes aux objets. Cette idée-là est typique donc, de ce qu'on appelle la dualité noético-noématique, donc le fait qu'à chaque moment, lorsqu'on cherche à penser les mathématiques telles qu'elles se font, il y a deux niveaux, qui est le niveau de l'activité de la conscience et le niveau des objets et de tout ce qui relève de la logique interne aux objets. Une autre remarque, c'est que même si on s'intéresse à des cas particuliers, donc même si on s'intéresse à un exemple comme celui que je viens de donner, on voit tout de suite que les mécanismes cognitifs qui vont nous permettre de passer d'une représentation graphique, donc dans cet exemple-là, à la caractérisation axiomatique d'une famille de partitions, relèvent de toute évidence de processus qui sont beaucoup plus généraux et génériques que leur instantiation dans tel ou tel contexte. Donc, je pense qu'il est intuitivement, en tout cas, assez clair que ce que je viens de décrire implique tout un ensemble de phénomènes qui vont relever de mécanismes très généraux. Si on se penche un peu plus en détail sur ce qui est sous-jacent en fait, à ce mécanisme-là, on devine qu'il fait appel, par exemple, à l'intuition géométrique, topologique ou spatiale, dans ce cas-là de plus élémentaire, ne serait-ce que dans l'idée justement de croisement, par exemple, de segments. Mais ce mécanisme d'axiomatisation, d'abstraction, va faire appel aussi à des schémas de pensée que nous avons acquis en étudiant les mathématiques. On n'aborde pas un problème mathématique de façon naïve, on l'aborde toujours depuis une pensée qui est construite, qui est structurée. Donc c'est aussi un des éléments qu'il faut prendre en compte.
On aborde enfin ce type de problème avec la réminiscence explicite ou en général implicite, tacite d'exercices similaires qu'on a déjà effectués. On a une pratique, mais une pratique, c'est aussi des réflexes, c'est aussi tout un ensemble de mécanismes cognitifs qui sont en place. Et derrière tout ça, donc, il y a tout un ensemble de mécanismes généraux et universels qui relèvent de plusieurs ordres, mais qui relèvent aussi des concepts mathématiques ordinaires. Dans ce cas-là, par exemple, l'idée d'ordre va être importante dans l'idée des partitions non croisées. De même que ce qu'on voit se manifester dans cet exemple-là, c'est le rôle des instanciations de familles d'objets mathématiques dans un exemple concret et représentatif. Il y a beaucoup de situations où, à partir d'un exemple, on peut quasiment construire la théorie parce que l'exemple est suffisamment significatif et représentatif. Mais lorsque je fais ce processus d'abstraction, il faut que j'ai construit à gauche quelque chose qui soit suffisamment générique et suffisamment représentatif pour justement me donner accès à la généralité, ce qui n'est pas évident. Donc là aussi, il y a des mécanismes qui doivent se mettre en place pour certifier d'une certaine manière, de façon interne, le fait que j'ai choisi le bon exemple, ce qui n'est pas évident, et ça, c'est une source d'erreur inépuisable en mathématiques que de raisonner sur des exemples qui ne sont pas suffisamment génériques. Alors pourquoi il serait important de chercher à développer systématiquement une telle philosophie de l'activité mathématique ? Je pense que vous l'avez deviné, c'est parce que, pour moi en tout cas, en tant que mathématicien, c'est exactement ça les mathématiques. Un jeu un peu à tâtons, où on fait simultanément appel à tout un ensemble de mécanismes de pensée, qui peuvent être spontanés ou acquis, avec des processus de compréhension et de création multiples, mais qui ont une certaine cohérence et une logique d'ensemble, une logique qui est une logique d'ordre supérieur, qui n'est pas réductible à la logique formelle ou à la logique mathématique. Ce qui est lié au fait qu'on ne fait jamais de mathématiques, en tout cas je connais personne qui en fasse sur un mode formel. On le fait toujours sur un mode intuitif et puis on arrive ensuite au mode formel, un peu à la manière de ce que j'ai décrit au tableau. Ceci dit, si on adhère à ce constat ou à ce projet de parler des mathématiques telles qu'elles se font sur des exemples concrets, en essayant d'avoir accès aux mécanismes cognitifs qui sont derrière, la question qui se pose est celle de la philosophie ou des philosophies qui sont nécessaires pour décrire les phénomènes correspondants. Et c'est là que la phénoménologie donc, peut jouer un rôle, il me semble. Alors avant de revenir sur la phénoménologie, un point que j'ai mentionné, c'est que ces questions-là ne sont pas complètement originales et elles recoupent typiquement les auto-analyses des processus de découverte qu'on trouve chez certains auteurs. Il y a des très belles pages chez Grothendieck, par exemple, dans Récolter semailles sur la création mathématique. Il y a aussi des passages plus classiques. Il y a le fameux passage chez Poincaré où il décrit sa découverte des fonctions fuchsiennes en descendant d'un autobus, pour insister un petit peu sur la complexité des mécanismes de genèse des concepts mathématiques. Donc il y a des éléments qui sont mobilisables. Cela dit, donc si on prend l'exemple de Poincaré, par exemple, Poincaré, de toute évidence, c'est quelqu'un qui peut faire figure de figure tutélaire pour ce type de recherche et d'analyse, en particulier parce qu'il a su aborder vraiment la philosophie des sciences, physique et mathématiques, depuis le cœur de sa pratique et son activité créatrice, mais tout en visant une certaine forme de sérieux philosophique. Il y a une vraie contribution philosophique de Poincaré à la philosophie des mathématiques du XXe siècle. Cela dit, si on regarde ce qu'il a écrit, le type d'analyse qu'il fait, le type de questions qu'il aborde, ne sont pas exactement du type de celles que je viens de poser. Mais on trouve quand même chez Poincaré des idées qui, elles, sont mobilisables de ce point de vue-là. Et typiquement, quelque chose qui m'a semblé intéressant en réfléchissant justement à la façon dont on pouvait utiliser des auteurs classiques
pour aborder ces problèmes-là. Une idée qui me semble intéressante chez Poincaré, plus donc que ces descriptions, ces analyses psychologiques, ça pourrait être par exemple ses thèses sur le nombre et l'induction, avec l'idée qu'il a défendue, donc contre les logicistes en particulier, l'idée qu'il a défendue que les idées de nombre, par exemple, et de récurrence, d'induction, sont des idées qui sont originaires pour la pensée mathématique et antérieures à toute formalisation possible. Pourquoi antérieures ? Parce qu'elles sont des conditions de possibilité, au fond, de la formalisation. Si on n'a pas déjà l'idée, quelque part, qu'il n'y a pas de mathématiques possible sans la succession des étapes d'un raisonnement, on ne peut pas faire de mathématiques. Donc l'idée d'ordre, de succession, et ce qui va avec l'idée de la succession des entiers naturels, est préalable aux mathématiques. Donc on ne peut pas penser le nombre, typiquement, à partir de sa formalisation en théorie des ensembles, ou de quelque autre manière que ce soit, pour Poincaré, simplement parce que ça fait partie des idées primitives dont on a besoin dès le départ pour construire les mathématiques. Alors, supposons qu'on prenne au sérieux cet exemple et l'idée que l'induction, la récurrence sont des mécanismes cognitifs originaires. Comment peut-on essayer de les analyser ? Là aussi, je vais essayer de travailler sur des exemples pour esquisser quelques idées et quelques méthodes. Bien, si on se pose ce problème de comprendre l'induction du point de vue vraiment de la pratique mathématique, on peut se poser tout un ensemble de questions, mais on peut demander par exemple comment l'intuition, alors sous sa forme simple ou sous des formes plus avancées comme l'induction transfinie, on peut se demander comment l'induction est mobilisable dans l'intuition, c'est-à-dire ce qui va nous permettre au fond d'avoir un accès intuitif à l'idée d'intuition. Dans cette direction-là, il y a des travaux qui existent. Un logicien et philosophe des sciences que certains d'entre vous connaissent probablement, Giuseppe Longo, qui travaille à Paris, pas loin d'ici, à l'école normale. Eh bien, Giuseppe Longo soutient par exemple que ce qui rend possible cette mobilisation donc de l'idée de récurrence dans l'intuition, eh bien, ce qui la rend possible, c'est notre compréhension originaire et primordiale de la droite ordonnée. Donc le fait que nous sommes capables de nous représenter, au fond, la succession des entiers, voire des ordres plus complexes, comme ceux qui apparaissent dans l'induction transfinie, nous sommes capables de nous les représenter géométriquement, et ça en lien avec tout un ensemble d'expériences que nous faisons du monde, de l'espace. Alors ce type de thèse-là est intéressant d'un point de vue phénoménologique parce qu'il fait écho à une des thèses récurrentes de la philosophie de Husserl, qui est la possibilité de reconduire les mathématiques, aussi sophistiquées soient-elles, c'est une thèse husserlienne, à des intuitions originaires. Donc dans ce cas-là, à l'intuition originaire de l'espace et peut-être aussi l'intuition originaire du temps, un peu comme Kant le faisait à son époque, en reconduisant systématiquement tout l'ensemble des mathématiques à notre intuition de l'espace et du temps. Alors évidemment, c'est quelque chose qu'on ne peut plus soutenir aujourd'hui sous cette forme-là, les thèses kantiennes, mais il y a quand même un fond d'idées qui est intéressant et qui est utilisable pour penser la pratique mathématique. Le fait qu'il y a tout un ensemble d'intuitions donc, qui sont reconductibles à des expériences originaires que nous faisons, y compris dans la vie quotidienne. Donc ça, c'est un exemple d'approche possible à l'idée d'induction. De façon un peu différente, on pourrait essayer de les comprendre par ce qu'on appelle la méthode de variation eidétique, c'est-à-dire le fait de faire subir à un concept des variations pour mieux en comprendre la teneur à la lumière de ces variations. Donc si je donne un exemple de ce qu'on peut faire dans cette direction-là, je peux me demander, par exemple, ce qui se passe ou ce qui se passerait si je substituais dans l'idée d'intuition aux entiers, donc vu comme un ensemble totalement ordonné, un ensemble fini partiellement ordonné. Donc il y a des exemples de situations où on va raisonner avec des schémas qui sont essentiellement des schémas de type inductif sur des ensembles partiellement ordonnés. Et c'est typiquement
ce genre d'éléments qu'on peut essayer de prendre en compte ensuite pour revenir sur l'idée d'induction classique, voir ce qu'elle mobilise. Une thèse assez standard sur l'induction, c'est que l'induction classique, la récurrence classique, c'est par exemple, elle peut être associée intuitivement à l'idée de temps. Cette idée-là, typiquement, va être plus problématique si on pense à l'induction depuis des structures mathématiques plus compliquées. Alors, je vais donner très rapidement, là aussi, un exemple, en utilisant les partitions non croisées, un exemple de situation où on va, à partir d'objets mathématiques, mettre en place des structures, en l'occurrence des structures ordonnées, et il se trouve que ces structures ordonnées sont mobilisables dans des calculs de type inductif. Alors, je n'expliquerai pas comment on fait de l'induction à partir de là, mais si ça vous intéresse, il y a un très joli livre qui utilise ce type d'idée pour faire des démonstrations de nature combinatoire avec différents usages de schémas inductifs utilisant les partitions non croisées. C'est un livre de Nikkei Speicher qui s'appelle Lectures on the Combinatorics of Free Probability. Et donc, si vous regardez ce livre, vous verrez que donc il y a tout un ensemble de schémas inductifs qui se mettent en place en lien avec les partitions non croisées, mais schémas inductifs donc, qui sont un peu généralisés par rapport au cas classique, parce que ce qui va se passer, c'est que la charge inductive, au lieu de porter d'être paramétrée, disons, par l'ensemble des entiers, va être paramétrée par des objets plus complexes, en l'occurrence par les partitions non croisées. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ces schémas inductifs vont prendre des formes assez variées. Donc je vais donner 3 exemples en fait, de structures ordonnées qu'on peut construire à partir des partitions non croisées pour montrer la multiplicité des schémas de raisonnement, de pensée qui se mettent en place à partir d'exemples de ce type-là. Donc si je vais donner trois exemples de structures de type ordonné. Donc. La première où on munit l'ensemble des partitions non croisées d'une structure d'ensemble partiellement ordonnée. Donc ça c'est une façon classique de mettre un ordre sur les partitions, c'est par le processus de raffinement des partitions. L'ordre est construit donc en agglomérant des blocs, et ici la seule contrainte qu'on a, c'est qu'on doit rester dans l'ensemble des partitions non croisées. Donc je peux agglomérer par exemple ce bloc-là et celui-là. Et je pourrais agglomérer ces 2 blocs. Et puis, bon, je ne cherche pas à dessiner forcément tout le diagramme de Haas, mais disons, on a typiquement ce genre de structures ordonnées qui se mettent en place. Et on voit bien que si on essaie de faire des raisonnements inductifs à partir de là, on va pouvoir utiliser la structure d'ordre, mais on va devoir utiliser une structure d'ordre qui n'est pas linéaire, qui n'est pas totale. Et typiquement, le genre de calcul qu'on fait à partir de là, c'est ce qu'on appelle le calcul d'inversion de Möbius. Ou si on a une fonction qui est définie sur un ensemble partiellement ordonné, et qu'on définit quelque chose qu'on doit faire assez souvent pour plein de raisons,
une autre fonction sur ce schéma-là, on va pouvoir calculer la fonction qui est définie implicitement par cette équation, g, à partir de f, et des termes inférieurs pour l'ordre partiel. Donc il y a un schéma inductif qui se met en place, mais qui est un schéma inductif non classique qui utilise la structure d'ensemble partiellement ordonné. Alors, deuxième exemple de structure ordonnée, c'est le cas où on prend une partition non croisée. Et puis, on observe, alors là aussi, il y a cette idée que lorsqu'on a des objets comme ça, on fait des observations, on les analyse, et puis il y a un certain nombre d'évidences qui se mettent en place. Une des évidences qui se met en place assez rapidement, c'est qu'en fait, les blocs ont une structure d'ordre, au sens où ce bloc-là, par exemple, est en dessous de ce bloc, celui-là est en dessous de ce bloc, etc. Donc il y a une structure interne qui se met en place, qu'on va pouvoir décrire. De la manière suivante, donc les flèches représentent les insertions successives, et si je pousse le raisonnement jusqu'au bout, je peux associer à une partition non croisée un arbre, ou plus précisément ce qu'on appelle une forêt. Alors ça paraît tout bête, mais c'est un des arguments qui sont utilisés de façon très très fréquente lorsqu'on a à raisonner avec ce type d'objet. Et puis on peut faire d'autres constructions qui sont aussi très naturelles et qui arrivent presque spontanément. On peut par exemple remarquer que si on a une partition comme ça, bien je peux la déconstruire de façon récursive, mais avec des choix qui sont un peu arbitraires, en supprimant des intervalles, c'est-à-dire des blocs qui correspondent à des points successifs. Et donc, comme ça, récursivement, je peux supprimer des blocs de manière à arriver à la partition vide. Et on imagine bien, là aussi, qu'à nouveau, il y a des schémas inductifs qui peuvent se mettre en place, et des arguments de récurrence si on cherche à donner des preuves. Et c'est ce qui se passe en pratique. C'est-à-dire ces observations relativement simples, relativement élémentaires, elles sont vraiment très utiles quand on doit travailler ensuite avec ces objets-là, y compris dans des raisonnements relativement... Sur des phénomènes, disons, relativement complexes, on va faire appel à ces intuitions un peu fondamentales. Et là aussi... Donc on peut poser tout un ensemble de questions. On peut reposer les questions que j'avais posées tout à l'heure, au sens où quand je décris un phénomène comme ça, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui me permet d'abord d'avoir cette construction presque spontanée d'ordre à partir d'objets relativement élémentaires? Mais qu'est-ce qui va permettre aussi ensuite de connecter ces idées-là à l'idée de schéma inductif, de preuve inductive, de calcul inductif? Comment est-ce que ces phénomènes-là s'organisent? Donc l'idée est toujours la même, c'est que chaque fois qu'on se penche sur des phénomènes de ce type-là, on voit des choses apparaître. Ce que j'ai cherché à montrer avec ce deuxième exemple, c'est qu'on peut travailler au niveau des objets, c'est ce que j'ai fait au début. Donc je suis parti des partitions non croisées, j'ai essayé de comprendre ou de montrer comment il y avait des phénomènes qui se mettent en place. On peut aussi partir de problèmes généraux. Qu'est-ce que c'est qu'un raisonnement par induction? Comment est-ce que ça fonctionne, le raisonnement par induction? Quel est le type d'intuition auquel on fait appel, de mécanisme auquel on fait appel? Et là, il y a cette idée que des méthodes comme la méthode de variation idétique, c'est-à-dire où on varie en fait un petit peu les données du problème par rapport à la situation classique. Mais le fait d'utiliser des méthodes de variation de ce type-là, ça va permettre de mieux cerner au fond le phénomène fondamental. On peut le faire pour l'induction, mais on pourrait le faire pour l'étude de tout un ensemble de problèmes classiques, le continu, l'infini, avec cette idée que systématiquement, c'est en faisant varier les schémas d'utilisation des concepts et la définition même des concepts qu'on va pouvoir accéder à l'idée sous-jacente. Par opposition aux approches logiques où on essaierait de cerner un concept en lui donnant une forme rigide et définitive. Donc on est à l'opposé de ce point de vue-là de schéma logique où
où on cherche à capturer une fois pour toutes un concept. Au contraire, on essaie dans l'étude de ses variations, de son utilisation dans des preuves, dans des schémas intuitifs, on essaie de comprendre sa nature profonde. Pour ça, d'ailleurs, j'avais envisagé un moment c'est pour ça que je l'ai mentionné aussi, j'avais envisagé de citer Grothendieck, qui a de très belles idées là-dessus, sur le fait qu'au fond, un des problèmes fondamentaux de la pensée mathématique, c'est la compréhension de certaines idées originaires, comme l'idée de continu, par exemple. Qu'on ne réfléchit pas suffisamment au fait qu'il y a tout un ensemble d'idées qu'on utilise de façon quotidienne, puis qu'en fait, ce sont des idées qui sont structurellement problématiques et très riches. Alors, quel est le rôle que peut jouer la phénoménologie dans tout ça? Donc, d'un côté, elle apporte une méthode et des outils pour interroger les concepts et les objets. Donc, il y a des notions comme celle d'horizon qu'on peut utiliser. Il y a celle de variation idétique qui est intéressant. Il y a tout un ensemble de notions qui permettent de parler de l'intuition ou de la signification de façon assez rigoureuse. C'est quelque chose d'assez difficile lorsqu'en mathématicien, on essaie de rendre compte au fond de ces intuitions. Et une des raisons pour lesquelles c'est difficile, c'est simplement qu'on n'a pas nécessairement le langage pour le faire. Et justement, la phénoménologie apporte en partie au moins ce langage-là. Et cette composante linguistique, donc, je pense, extrêmement importante. C'est elle qui permet de parler des vécus de conscience, de parler de ce qui se passe lorsque je vise un concept, lorsque je vise un objet dans l'expérience du travail mathématique. Donc, c'est la deuxième composante de son apport, c'est qu'elle permet de dégager au fond de l'expérience mathématique un contenu philosophique et aller au-delà de ce qui serait la simple description mathématique du phénomène. Donc deux apports, l'apport méthodologique avec un certain nombre de techniques et puis l'apport linguistique et analytique qui permet de parler des choses, ce qui est aussi très important. Alors je voudrais conclure cet exposé assez rapidement maintenant, puisque la fin de l'heure approche, en revenant au problème qui m'a occupé au début, à savoir l'attitude paradoxale de la philosophie française des mathématiques à l'égard de Husserl, avec comme cette nécessité interne d'en appeler à lui de façon systématique, mais en même temps, chez tous les auteurs, la mise en place d'une critique plus ou moins méthodique. Alors pourquoi cette espèce de schizophrénie dans la littérature? Elle est liée. Pourquoi faire appel à Husserl? Je pense que la raison est simple, c'est que Husserl permet justement de parler de l'expérience mathématique. Et ça, c'est quelque chose que la tradition française a toujours cherché à faire par rapport à d'autres traditions. Elle a toujours cherché à parler des mathématiques en train de se faire, donc en particulier du rapport aux objets. Et il y avait, dans le panorama d'outils disponibles, il n'y en a pas beaucoup, et la phénoménologie, c'était justement une des théories qui pouvait permettre de faire ça. Mais pourquoi, du coup, avoir aussi critiqué systématiquement la méthode phénoménologique? Je vais en parler un petit peu en prenant l'exemple de Cavaillés. Cavaillés dédie la deuxième moitié de son ouvrage fondamental, donc son dernier ouvrage sur la logique et la théorie de la science, à Husserl. Il focalise son analyse sur deux textes qui sont presque aux antipodes de la pensée husserlienne, avec d'un côté logique formelle, logique transcendantale, qui est un texte où Husserl pose le problème de l'utilisation de la phénoménologie dans le contexte des mathématiques formalisées et axiomatisées, post-hilbertiennes, donc un environnement extrêmement théorique et une approche très formelle justement à la pensée mathématique. Donc ça, c'est le premier texte auquel fait appel Cavaillés. Et par ailleurs, il fait appel à la crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, qui est un texte presque aux antipodes, où Husserl soutient une de ses thèses fondamentales, qui est la possibilité de renvoyer au fond toutes les constructions mathématiques les plus complexes, de les renvoyer ou de les reconduire à des intuitions originaires, en particulier pour tout ce qui est géométrique.
il avait cette idée que de façon au moins programmatique, on pouvait essayer de ramener les constructions les plus théoriques à des mécanismes intuitifs fondamentaux. Donc c'est sur la base de ces textes-là que Cavaillés critique Husserl. Il fait tout un ensemble de critiques, mais lorsqu'on essaie de les analyser, on voit qu'en fin de compte, l'analyse porte essentiellement sur la prétention de la phénoménologie à rendre la conscience constitutive de la science. La phénoménologie husserlienne prétend que donc c'est essentiellement par l'analyse des mécanismes de conscience qu'on peut arriver à comprendre l'architecture formelle de la science. Or, Cavaillés n'est pas d'accord avec ça pour une raison simple, donc je ne vais pas avoir le temps d'entrer dans les détails, mais l'idée de fond est simple, c'est que si des normes logiques et conceptuelles se déploient dans notre activité scientifique, et ça, Husserl et Cavaillés sont d'accord là-dessus, et la plupart des mathématiciens le sont, je pense. Il faut bien que ces normes, donc si elles se déploient dans l'activité mathématique, il faut bien que ces normes préexistent d'une manière ou l'autre à la conscience qui les appréhende. Cavaillés ne croit pas du tout que la conscience ait la faculté de créer des normes qui ensuite vont s'imposer à la science. Et d'une certaine manière, toute sa pensée, toute sa dernière œuvre est structurée autour de cette opposition du paradoxe, qui fait que d'un côté, il y a une tentation qui est d'interpréter la science, et c'était beaucoup le cas dans la première moitié du XXe siècle, à partir des systèmes formalisés. Mais pour Cavaillés, ce qu'il appelle la logique objective n'est pas capable de rendre compte du développement de la vie de la pensée. On ne peut pas figer les choses dans des normes logiques et formelles définitives, mais il ne croit pas non plus à l'approche par la conscience, qui ferait de la conscience l'origine des mécanismes génératifs, des normes qui régissent la pensée scientifique. Et donc son œuvre est écartelée entre ces deux critiques, et se conclut d'une certaine manière sur ces deux critiques, et il en appelle, ce qui restait un peu un leitmotiv ensuite de la philosophie des mathématiques en France, il en appelle au développement de ce qu'il appelle une philosophie du concept. Donc cela dit, donc si on va au-delà de Cavaillés, qu'est-ce qui pose sur le fond problème dans la phénoménologie? Là, c'est une thèse personnelle, mais c'est que je crois qu'il y a une erreur, vraiment une erreur de fond, qui a été commise par Husserl lui-même, et qu'on comprend lorsqu'on lit son œuvre. Et c'est une erreur qui invalide en grande partie la faculté de la phénoménologie telle qu'il a développée à parler des mathématiques. J'ai toujours été frappé par le fait que lorsqu'on lit Husserl, pour moi, les plus beaux textes qu'il a écrits sur les mathématiques sont ces textes de jeunesse. En particulier la philosophie de l'arithmétique, qui est un texte vraiment magnifique, et quelques textes qu'il a écrits aussi sur les mathématiques et la logique, qui, pour les Français, ont été recueillis dans un recueil d'articles édité par Jacques English, qui s'appelle, je crois, Texte sur la logique. Et dans ces textes de jeunesse, on voit vraiment des analyses extrêmement belles et profondes de l'activité mathématique, qui sont un peu du type de celles que j'ai cherché à mettre en place, ou dont j'ai cherché à montrer qu'on pouvait essayer de les mettre en place. Par contre, lorsqu'on regarde le Husserl ultérieur, et ça a commencé très tôt, ça a commencé à partir des années 1900, lorsqu'il a commencé à écrire les recherches logiques, on voit qu'il se déplace progressivement vers l'idée d'une science formelle, vers l'idée de la logique formelle, vers l'idée d'une grammaire pure des significations, donc vers des structures formelles et pures et normatives sur l'activité scientifique. Et du coup, il a beaucoup axé le développement de la phénoménologie sur le fait de rendre compte de la possibilité de la mise en place de ces structures formelles. Mais en faisant ça, il s'est détaché de l'idée de rendre compte des phénomènes mathématiques eux-mêmes. Donc il s'est petit à petit dégagé de la phénoménologie comprise comme un outil d'analyse des phénomènes eux-mêmes,
vers une idée de la phénoménologie comme système normatif pour comprendre l'édification des architectures formelles sur lesquelles la science peut être construite. Et je pense que c'est cette erreur-là qui, d'une certaine manière, a rendu la phénoménologie relativement incapable de décrire un certain type de phénomènes mathématiques, en particulier la création, le mouvement de la pensée. Et c'est sur ce fond-là, je pense qu'il faut comprendre aussi les critiques qui ont pu être adressées par la tradition française, qui était très attachée à la vie des concepts, pour des raisons qui tiennent en partie justement à l'idée de l'épistémologie historique, cette idée de voir la naissance, la vie des concepts, leur auto-organisation, les comprendre. Donc je voudrais conclure là-dessus, sur l'idée que je pense qu'il y a tout un ensemble de techniques dans la phénoménologie qui sont extrêmement intéressantes pour parler des mathématiques. Il y a peu de théories alternatives disponibles pour le faire, si on cherche vraiment à parler du rapport de la conscience au contenu. Mais à côté de ça, il ne faut pas sous-estimer quelques problèmes qui se posent. En particulier, il ne faut pas avoir un jugement trop monolithique sur la husserlienne, parce que si on se focalise sur le Husserl de la maturité, effectivement, il y a des problèmes qui apparaissent, qui sont liés au fait qu'il a poussé la phénoménologie beaucoup trop en direction de la pensée formelle, ce qui l'a éloigné de la pratique mathématique, donc, qui fait l'objet de ce séminaire. Je vais m'arrêter.